fou. Bonsoir. L'indifférence criminelle. En Hollande, 200 personnes assistent sans broncher à la noyade d'une fillette. La négligence meurtrière dans le Pas-de-Calais, 2 apprentis archéologues meurent ensevelis dans un site préhistorique. La cupidité, sous casque bleu, des soldats de l'ONU s'adonne au marché noir à Sarajevo. La Sainte Alliance réaffirmée, Édouard Balladur et Helmut Kohl, main dans la main, à Bonn, devant la presse. La paix à risque pour l'OLP. La déléguée générale à Paris, Leïla Chaïd, nous dira pourquoi la perspective de paix avec Israël divise à ce point son mouvement. Bonsoir. Enfin, l'histoire imaginée, Clint Eastwood et John Malkovich, face à face dans la ligne de mire, dans la tentative d'assassinat du président des États-Unis. Nous avons invité pour changer le méchant à l'écran. Bonsoir, John Malkovich. À tout à l'heure. Restez avec nous, vous allez être intéressés par une nouvelle qui n'arrive qu'aux stars. Une simple rumeur, propagée par une famille anonyme des États-Unis, a fait le tour du monde. Vous la connaissez. Michael Jackson aurait eu un comportement plus que trouble avec des enfants. Les policiers n'ont pas confirmé, même s'ils enquêtent. Les indices sont plutôt maigres. Mais l'accusation a pris une résonance considérable, tout simplement parce qu'il s'agit de Michael Jackson. Et l'on découvre du coup sa fragilité à la mesure de sa notoriété. Il a dû annuler 2 concerts. Anne Poncinet. Michael Jackson aime les enfants, de cela personne ne doute. Pour eux, la rockstar a créé une fondation et multiplié les actions. Ici en Roumanie, en septembre 92, il inaugurait un orphelinat. Mais depuis quelques jours, le doute s'est installé sur la nature de l'amour que Michael Jackson porte aux enfants. La police de Los Angeles a bien essayé de bloquer la rumeur. Mais on sait aujourd'hui que l'enquête ouverte sur Michael Jackson concerne un abus sexuel sur enfants. L'accusation serait apparue incidemment au cours d'une procédure de divorce, quand le père d'un garçon de 13 ans a demandé au juge d'interdire à son fils de rencontrer Michael Jackson. Motif, selon le père, le chanteur aurait abusé de l'enfant, actuellement à la garde de sa mère. Aujourd'hui encore, la rumeur a grossi, de nouvelles informations toujours non confirmées. Selon le Los Angeles Times, les policiers analysent les relations du chanteur avec d'autres enfants. Par ailleurs, un garçon de 11 ans a pris la défense de Michael Jackson en déclarant avoir un jour dormi dans le même lit que le chanteur, mais sans qu'il y ait eu abus. L'entourage de Michael Jackson continue de dénoncer une sombre affaire de chantage et se déclare confiant. Mais pour la 2e fois, le chanteur a reporté son concert de Bangkok en invoquant des problèmes de santé. La tournée n'est cependant pas annulée. Demain soir, ses fans l'attendent sur scène. John Malkovich, vous êtes vous-même une star très discrète, mais que pensez-vous de l'ère du temps? J'ai l'impression que plus on est connu, plus on est exposé à l'image de Michael Jackson aujourd'hui. Well, in my country, there are 2 things that are, I think, Dans mon pays, il y a 2 choses qui sont extrêmement ardues pour les gens célèbres. Par exemple, aux États-Unis, la société est très puritaine et l'on ne veut pas entendre parler de la vie sexuelle de ces personnes célèbres. Donc lorsque vous êtes célèbre, il faut que vous êtes présumé coupable. Ce n'est pas l'inverse qui marche. Je pense que c'est tout de même malheureux car les gens ont tendance à être envieux lorsque d'autres réussissent et cela se répand de plus en plus. Merci, on vous retrouve à la fin de ce journal pour parler de votre film. Il y a des comportements incompréhensibles. Une fillette de 9 ans jouait avec une camarade sur un lac de Hollande près de Rotterdam. Elle se trouvait sur un bateau gonflable. Le bateau s'est renversé. Des dizaines et des dizaines de personnes l'ont vu tomber à l'eau sans réagir. La petite s'est noyée et un homme a filmé. Olivier Lenuzza. Une image en noir et blanc, la mort d'une enfant marocaine de 9 ans noyée devant 200 badauds. Un peu plus tôt, la fillette s'amusait encore sur ce petit lac près de Rotterdam. Elle était sur un bateau avec un compagnon de jeu. Nous avons vu une fille tomber d'un bateau et une autre nager en direction de la rive. J'ai sauté dans l'eau, j'ai appelé au secours, j'ai hurlé que quelqu'un était en train de se noyer, mais en vain. Seules quelques personnes ont répondu à mes appels. La quasi-totalité des curieux regardent la gamine disparaître sous l'eau. Un témoin a filmé la scène et une enquête policière pour non-assistance à personne en danger a été ouverte. Lorsque les secours arrivent, l'enfant peut encore être sauvé. Il est possible en effet de réanimer une personne demeurée 1 heure sous l'eau. Seulement une vingtaine de volontaires acceptent de draguer le lac. Une chaîne humaine est formée, une chaîne beaucoup trop courte.
Les pompiers continuent à demander de l'aide. Selon la police, certains répondent par des propos racistes et des gestes obscènes. La petite fille est morte et la vie non loin de Rotterdam a repris son cours normal. Les casques bleus ne sont pas tout blancs. Certains d'entre eux, minoritaires heureusement, ils ont trouvé le moyen de subvenir aux besoins de la population de Sarajevo, mais un moyen illicite. Il s'adonne au marché noir. Une enquête est ouverte pour savoir si des Français sont compromis. Christian Marimono. Insouciance des enfants dans Sarajevo en guerre. À quelques mètres, une place de marché. Pas de tireurs embusqués, pas l'ombre d'une menace. La foule autour des nombreux étals bien achalandés. Un marché pas comme les autres. Tout s'achète très cher au marché noir et en Deutschmark. Cette ration de combat de l'armée française, vendue pour une valeur de 100 francs. Des produits en provenance des magasins des forces des Nations Unies. Des casques bleus français le plus souvent, car les mieux fournis. La nuit, une étrange animation autour des campements de la Légion étrangère. La caméra découvre des piles de rations qui semblent prêtes pour une livraison. La police militaire bosniaque se déclare impuissante. C'est évident que les seules personnes qui peuvent organiser un trafic alimentaire sont les gens des forces de l'ONU. Premiers accusés, les soldats ukrainiens, qui semblent les grands maîtres du trafic avec quelques soldats égyptiens. Ils seraient passés maîtres dans le trafic d'essence et des produits de première nécessité. Cette femme a vendu sa voiture en échange de café, ainsi que sa télévision et sa chaîne IFI. Ils achètent tout. Ils achètent des bijoux en or. Tout est échangé pour la nourriture. Le journal britannique Le Guardian accuse également des soldats français qui seraient impliqués dans certains trafics. 3 soldats français, toujours d'après ce journal, auraient été rapatriés. L'état-major français contacté dément catégoriquement ces informations et rappelle que le commandement français était le premier à exiger une enquête. Si la police bosniaque nous présente les faits, nous ferons une enquête. Tout soldat intègre déteste le marché noir et tous ceux qui le pratiquent. 13 soldats ukrainiens ont été reconnus coupables et renvoyés dans leur pays. Une commission d'enquête de la police civile des Nations Unies se trouve actuellement à Sarajevo pour examiner ces accusations. Les négociations du GATT ne diviseront plus la France et l'Allemagne. Helmut Kohl a, semble-t-il, fait un geste en direction de Paris en reconnaissant que l'accord agricole dont Paris ne veut pas peut être renégocié. Le chancelier allemand l'a dit à l'issue d'un entretien à Bonn avec Édouard Balladur, une rencontre suivie par Isabelle Bechler. L'avion pour Bonn, ou comment un Premier ministre pourra-t-il convaincre son trop puissant voisin de lâcher du lest, ou du moins de considérer l'intérêt commun d'une perspective un peu plus proche? Car l'inévitable idylle franco-allemande doit marcher au pas, et les deux pays s'accrochent à leur union indéfectible. Il faut donc que leur politique se rapproche. Premier effort allemand, le chancelier Kohl se veut moins pessimiste qu'au début du mois sur l'Union monétaire européenne. Le calendrier de l'union monétaire et les conditions préalables à sa réalisation sont intimement liés. S'il s'avère que les conditions soient remplies plus tôt que prévu, nous sommes tous deux d'accord pour avancer le calendrier. L'Allemagne a fait une seconde concession dans le cadre des négociations euro-américaines du GATT. Pour la première fois, M. Kohl se rapproche des réticences françaises. Dans l'état actuel du dossier, le préaccord de Blair House est pour nous inacceptable. Les Allemands aussi sont très mécontents du volet agricole du préaccord de Blair House, qui pose des problèmes plus grands encore pour nos amis français. De concessions aux petits efforts, Français et Allemands ont décidé de travailler plus étroitement ensemble, avec du neuf dès la semaine prochaine sur le GATT. Alors Philippe Sassier, vous étiez à Bonn, vous avez eu le temps de revenir pour nous éclairer, on en a besoin ce soir. Il y a d'un côté des concessions politiques de la part de Helmut Kohl, on vient de le voir, et de l'autre, le même jour, on apprend que la Bundesbank refuse de baisser ses taux d'intérêt. Alors, qu'est-ce qui se passe hein? Bon, écoutez, en tout cas, Paul, loin de la Bundesbank, Édouard et Helmut ont interprété en chœur l'ancienne mais célèbre chanson « Reviens, veux-tu, ton absence briserait ma vie ». On a assisté à Bonn à un bel assaut de déclarations d'amour franco-allemandes. Les meilleurs résultats de la politique européenne sont eux-mêmes le résultat des bonnes relations franco-allemandes. À vous, Helmut. Les relations avec l'Allemagne sont fondamentales pour la politique européenne et la politique étrangère de la France, lui répond Édouard. Et puis, vous l'avez entendu à l'instant, divine surprise et victoire pour Édouard. Helmut admet que l'accord agricole de Blair House pose problème aux Allemands comme aux Français. En clair, il est en partie renégociable. Le thème de l'intangibilité de Blair House est mort. Vous avez assisté à son décès, dit-on dans l'entourage du Premier ministre.
Helmut Kohl a voulu faire mentir aujourd'hui ceux qui disent qu'il fait passer les intérêts allemands avant ceux de l'Europe. Mais que devra offrir la France en contrepartie de cette bonne volonté allemande? Réponse au plus tard, le 20 septembre prochain, lors de la réunion à Bruxelles des ministres européens des Affaires étrangères et de l'Agriculture. Merci, Philippe. Premier élément de réponse. L'actualité européenne a de fortes incidences en France. On le voit bien au plan politique, l'enjeu des relations franco-allemandes. Et cela ira crescendo en 1994 jusqu'aux élections européennes qui préoccupent la majorité. Une liste, deux listes, la question est posée. La réponse n'est pas donnée. Et qui, là où les dirigerait, la question n'est pas posée, mais la réponse est donnée, suggérée. Pourquoi pas Alain Juppé, dit Édouard Balladur. Jean-Baptiste Prédaly. Édouard Balladur gardait le sourire, mais il avait un motif d'inquiétude. La tête de liste de la majorité aux élections européennes de juin prochain. Un vrai casse-tête entre la menace d'une liste anti-Maastricht menée par Philippe Séguin et le refus du Premier ministre de conduire directement la campagne. Aujourd'hui, Édouard Balladur a trouvé son candidat, Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères et secrétaire général du RPR. Petit problème, jusqu'ici Alain Juppé ne semblait pas vraiment candidat à la candidature. Vous avez pu observer que mon métier de ministre des Affaires étrangères m'occupe beaucoup en ce moment avec les crises se déclenchent un peu partout dans le monde. On verra le moment venu. Deuxième problème, l'autre partie de la majorité. En 89, Valéry Giscard d'Estaing menait la liste UDF-RPR devant Alain Juppé justement. Aujourd'hui, l'UDF préfère s'en tenir au fond. Nous étions, nous, favorables au choix d'Édouard Balladur. Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères et ayant, entre autres, en charge le dossier européen, pourrait être un bon candidat. Mais il ne s'agit pas simplement de choisir une personne. Il faut aussi se mettre d'accord sur un programme, sur des options européennes. Et avant de désigner notre tête de liste conjointe, mettons-nous bien d'accord, UDF et RPR, sur cette plateforme commune. Ce soir, Alain Juppé estime toujours prématurée toute annonce de candidature. Les européennes, c'est encore loin. Cela n'empêche pas les états-majors de s'agiter. L'OLP en danger de paix. La perspective d'une coexistence pacifique avec Israël provoque une crise politique, l'OLP est divisée, crise idéologique, Hamas fait de la surenchère et crise financière, les ressources diminuent. C'est la raison pour laquelle nous avons invité ce soir le nouveau délégué général de l'OLP à Paris, Madame Leïla Chaïd, bonsoir. C'est votre première apparition à la télévision française. Et au moment même où vous êtes entré dans ce studio, un télégramme nous parvenait de Washington que je vous livre. Israël prêt à rendre Gaza et Jéricho aux Palestiniens. Et c'est Shimon Peres, le ministre israélien des Affaires étrangères, qui l'a dit à Washington. Votre réaction? Je m'en félicite. C'est justement pour ça que nous négocions depuis 22 mois maintenant. Et si aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères israélien déclare qu'ils sont prêts à se retirer de l'occupation militaire de Gaza et de Jéricho, j'espère que c'est la première étape pour un retrait total de tous les territoires occupés, inclus Jérusalem et la Cisjordanie. Alors, les négociations de paix reprennent mardi. Oui, effectivement. Si vous acceptez, vous semblez le faire, la proposition, donc le retrait de l'armée israélienne de Gaza et de Jéricho, est-ce que ça peut vouloir dire que, très vite, Yasser Arafat pourrait se rendre à Jéricho, pourrait faire d'un État palestinien, d'un embryon d'un État palestinien, Jéricho de sa capitale? Oui, il faut s'entendre qu'en tout cas, ce retrait ne peut faire que partie d'un retrait plus total. Nous sommes en train de discuter une période intérim de 2 ans, mais pour tous les territoires, pour les territoires tels qu'ils ont été occupés en 1967. Je pense que le plus important, c'est que si un accord se fait réellement entre l'OLP et Israël, le fait nouveau est la reconnaissance de l'OLP en tant que représentant national de tout le peuple palestinien. Et ce sera une première. Alors, il y a des Palestiniens de l'OLP qui n'acceptent pas cette éventualité. Un accord avec Israël et même la présence d'une administration palestinienne à Gaza et à Jéricho. C'est ce qui se passe en ce moment. Oui, il y a différents genres d'opposition. Il y a les Palestiniens qui sont opposés à tout processus de négociation, qui veulent libérer leur territoire par la force. L'OLP défend depuis 1988 l'option d'une négociation politique. Malheureusement, jusqu'à maintenant, il y a eu très peu de réactions de la part des puissances occupantes, ça veut dire de l'armée israélienne. Donc si nous avançons aujourd'hui au niveau d'un discours direct pour la première fois avec l'OLP, ce sera dans les 22 mois le premier signe d'une décision sérieuse de la part du gouvernement israélien et, à mon avis, d'une percée historique pour le Moyen-Orient. Vous le pensez? Oui, effectivement. Nous ne sommes pas encore là, je pense. Nous sommes, comme vous savez, jusqu'à maintenant, nous avons discuté à travers une délégation uniquement représentant les habitants des territoires
de Cisjordanie et de Gaza sans Jérusalem et sans l'OLP en tout cas. Et c'était une condition de M. Shamir que nous avons acceptée uniquement pour le pousser dans ce recoin. Aujourd'hui, si le gouvernement de M. Rabin déclare, et il faudra que ce soit M. Rabin qui le déclare, qu'il est prêt à discuter avec l'OLP, il discute avec le représentant national pour une solution qui ne peut mener qu'à une reconnaissance mutuelle des deux peuples et des deux États. Alors justement, est-ce qu'on peut imaginer à moyen terme des relations entre Israéliens et Palestiniens à l'image des relations qui existent aujourd'hui entre Israéliens et Égyptiens? Je pense que ça pourrait être même à une image plus avancée de reconnaissance mutuelle, parce que je pense que les deux peuples les plus concernés dans ce conflit israélo-arabe sont vraiment les Palestiniens et les Israéliens. Les Palestiniens sont depuis 1948 le noyau de ce problème-là et ils sont l'étape inévitable d'une vraie réconciliation avec le monde arabe. L'OLP depuis 1988 a appelé à cette vraie réconciliation entre les deux peuples-là, entre ces deux peuples-là, et je pense qu'aujourd'hui, il est temps que d'Israël vienne une réponse à cette main tendue. Et est-ce que l'OLP ne risque pas l'implosion si vous arrivez à cette percée historique, comme vous dites vous-même? Non, je ne pense pas. Pour moi, les discussions qu'il y a aujourd'hui, ce soir même d'ailleurs, au sein du comité exécutif de l'OLP, est la preuve d'un vrai débat démocratique. Nous sommes, contrairement aux autres États, un peuple qui négocie et donc nous avons besoin d'un consensus national. Et je crois que M. Arafat assure un débat au sein de son comité exécutif qui permet à tous les gens de se positionner et une majorité finira par décider. Et je pense que nous respectons tous le choix de la majorité des membres du comité exécutif. Merci Mme Chahid pour cette première réaction, déclaration de M. Pérez. Les intégristes égyptiens menacent les États-Unis. Ils réagiront violemment si Washington maintient l'inculpation de Sheikh Rahman, tenu pour responsable de l'attentat contre le World Trade Center. Jean-Marc Ilouz. Jusqu'ici, la justice américaine avait procédé avec prudence. En juillet dernier, sur ces images, c'est sur la base d'une simple infraction à la législation sur l'immigration qu'elle avait décidé la mise en détention du chef spirituel des islamistes égyptiens, exilé aux États-Unis depuis 3 ans. Et cela, alors même que bon nombre de ses proches aux États-Unis étaient arrêtés dans le cadre précis de l'attentat du World Trade Center, 6 morts et 1000 blessés à New York en février dernier. Depuis son inculpation hier par un tribunal fédéral, Sheikh Rahman est désormais accusé personnellement d'avoir coordonné non seulement l'attentat de février, mais aussi la préparation, déjouée en juin par le FBI, d'une série d'autres attentats à New York qui visaient notamment les Nations Unies et les axes routiers les plus fréquentés de la ville. Le cheikh égyptien avait été accusé puis acquitté par les autorités égyptiennes d'avoir participé à l'assassinat du président Sadat. Les autorités américaines l'accusent aujourd'hui de complot visant à assassiner le président actuel de l'Égypte, Hosni Moubarak. Double inculpation donc, à défaut d'apporter de nouvelles révélations sur la culpabilité du cheikh, elle garantit qu'il ne pourra pas, comme il le souhaitait, être extradé vers l'Afghanistan. 2 jeunes apprentis archéologues fouillaient un site préhistorique à Hénin-sur-Caujol dans le Pas-de-Calais quand le drame s'est produit. Une paroi s'est effondrée, ils sont morts, ensevelis. Ils étaient si enthousiastes qu'ils avaient oublié les règles élémentaires de sécurité. Benoît Gadret. Ils étaient une dizaine de jeunes bénévoles à fouiller ce matin dans cette tranchée bordée de parois d'argile. Un gisement archéologique considéré comme un des plus anciens au nord de la France. Les jeunes chercheurs effectuaient des carottages au fond du trou quand une des parois s'est effondrée. Il y avait une personne des fouilles qui se trouvait là, qui m'a dit comme ça, il y en a encore 2 qui sont enfouis là-dessous, on ne sait pas où. Il y a quelques minutes, on entendait encore des sons de voix. Et puis maintenant, on n'entend plus rien. Alors j'ai tout de suite creusé avec une pelle et puis ce que j'avais sous les mains. Et puis on a fait une chaîne pour creuser. J'ai creusé jusqu'à 1 mètre, j'ai rien trouvé. Sébastien, 19 ans, et Jean-Philippe, 21 ans, ont rapidement succombé sous l'épaisseur de terre. En fin d'après-midi, leur corps n'avait toujours pas été extrait. Les pompiers ont dû étayer pour procéder aux opérations de secours, une mesure de sécurité que les archéologues avaient négligée. Pourtant, la tranchée est profonde de 9 mètres pour une largeur de seulement 2 mètres. Elle est étroite pour la profondeur, c'est vrai. C'est vrai, les normes du bâtiment en travaux publics, des BTP, n'ont peut-être pas été respectées, je ne sais pas. Ce type de négligence serait fréquent sur les chantiers archéologiques, même si les accidents sont rares. Une information judiciaire a été ouverte. Dans le village, on devait ce soir faire la fête. C'était aujourd'hui le dernier jour de fouille. À Paris, 19 familles squattaient depuis 5 mois et demi une ancienne maternelle dans le 14e arrondissement. Elles s'attendaient à être expulsées. Elles l'ont été, malgré le soutien de nombreuses associations et personnalités comme l'abbé Pierre.
Dans quelles conditions seront-elles relogées? C'est toute la question. L'abbé Pierre suggère ce soir l'utilisation d'autorités de milliers de logements vides à Paris. Reportage de Philippe Boisserie, David André et Bernard Rappé. Nous, on ne voulait pas sortir à la rue. Et eux, ils ont mis leur force pour nous jeter dehors. Et maintenant, on est dehors. Et tu sais ce qui va se passer maintenant? Non. Qu'est-ce que tu voudrais, toi? Moi, je voudrais qu'on a un logement, nous tous, et qu'on nous laisse tranquille. Il a 7 ans, d'autres sont plus petits encore. Tôt ce matin, ils ont dû faire rapidement valise ou baluchon de fortune. Près de 500 CRS avaient encerclé les lieux avec méthode. Pendant que l'on murait d'un côté, portes et fenêtres, les 19 familles étaient emmenées par une sortie à l'abri des regards. Ils ne sont pas expulsés, d'abord ils sont évacués. Et deuxièmement, ce sont des gens qui ont occupé illégalement, par des moyens que vous connaissez, ils se sont introduits. Donc on ne peut pas reloger des gens, sinon les milliers de personnes iraient partout occuper. Ça serait tout à fait impossible. Seule proposition de la mairie, un relogement provisoire à l'hôtel pendant 15 jours. Certainement pas une solution pour les intéressés, comme pour leurs défenseurs. On a l'exemple, nous, d'un hôtel de tourisme dans lequel il y a 10 familles qui se retrouvent à la rue, qui ont été prises en charge pendant des années par les services sociaux. Ces familles devront quitter l'hôtel le 1er septembre. Donc c'est la faillite complète d'un service social avec des dépenses financières extrêmement importantes. Sachez que l'aide sociale à l'enfance consacre la moitié de son budget annuel à Paris pour héberger des familles à l'hôtel. C'est une aberration. Bon, l'abbé Pierre a fait une déclaration là. Ce soir, l'abbé Pierre, comme de nombreuses personnalités, ont manifesté leur solidarité pour qu'enfin une solution soit trouvée, pour qu'enfin ces familles à la recherche d'un toit depuis parfois des années puissent se loger. Il y aurait, selon les associations, 300 000 logements vacants en région parisienne. En Corse, les pompiers doivent être exténués. Cela fait 4 jours qu'ils luttent contre le feu dans la région de Vizzavone. Mais le feu, aidé du vent, est encore plus fort qu'eux. Reportage de Caroline Laudrin et Stéphane Poul. Perché dans la montagne de Vizzavone, le PC de l'unité de sécurité civile des pompiers de Brignoles. Ils combattent le feu depuis hier, 17 h. Enfin, c'est le retour au camp d'une dizaine d'hommes. Ils sont restés bloqués plusieurs heures, faits prisonniers entre 2 incendies. Il a suffi ce matin d'une rafale de vent pour qu'aussitôt les flammes augmentent et séparent les hommes. Dans la précipitation, ils ont laissé sur place tuyaux et lancé un incendie. Et vous étiez bloqué ou quoi? À cause de quoi? Parce que vous êtes fait surprendre par le vent? Il faut rester calme, il faut essayer de rester calme pour éviter de paniquer, puis surtout de perdre des bonhommes. Depuis dimanche, ce feu n'arrête pas de faire parler de lui. Au début, les pompiers ont bien essayé de déposer les hommes par hélicoptère, mais il y avait beaucoup de fumée et les risques devenaient trop grands. Le terrain est escarpé, les flammes ont déjà parcouru 400 hectares. Je dirais que c'est un feu qui doit être travaillé principalement dans un premier temps par des moyens aériens, une très grande flotte aérienne. Nous disposons à l'heure actuelle que de 3 Canadair et 2 Tracker ce jour. Ce matin, le vent s'est intensifié. Ils ont tous les yeux rivés sur les crêtes. Si le feu parvient à les franchir, il ne sera alors plus qu'à 200 mètres de l'hôpital de Tatonne. Un Canadair supplémentaire a pu être envoyé en renfort, mais c'est à peine si toute cette flotte aérienne parvient à freiner sa progression. Par chance, ce soir, la pluie commence à tomber sur la forêt de Vizzavone. Monica Seles réapparaît et parle enfin, mais pour dire qu'elle ne peut malheureusement pas jouer, pas encore. Elle reste traumatisée par la tentative d'assassinat il y a plus de 4 mois à Hambourg. Thierry Clopeau. Dès que je serai physiquement capable de manier une raquette et de frapper la balle, je sortirai d'ici et je jouerai. Je vais même m'entraîner très dur. Elle n'avait pas parlé depuis 4 mois aux journalistes. Hier, pour la première fois, Monica Seles a donné à la chaîne américaine ABC sa première interview depuis la tentative d'assassinat. Souvenez-vous, c'était il y a 4 mois, à Hambourg. Un cri déchirant, celui de la jeune Yougoslave qui vient d'être poignardée par un illuminé, supporter de Steffi Graf. Depuis, l'ex numéro 1 mondial vit recluse en convalescence dans une clinique du Colorado. Hier, c'était l'heure des confidences.
À cause de ce coup de couteau, j'ai tout perdu. À cause de ça, je dois repartir à zéro pour redevenir ce que j'étais. Mais je m'en sortirai plus forte. J'ai toujours relevé les défis. C'est un défi de plus qui m'attend. Une chose est sûre aujourd'hui, Céleste ne participera pas dans une semaine aux internationaux de Flushing Meadows et il n'y a toujours aucune date fixée quant à la reprise de l'entraînement. La douleur leur donne la migraine. Cela fait 4 jours que 4000 médecins réunis à Paris pour un congrès sur la douleur tentent de comprendre, donc d'expliquer leur relative impuissance depuis la nuit des temps face à la douleur. Alors à défaut de comprendre, ils s'en remettent à la nuit des temps, c'est-à-dire aux traditions judéo-chrétiennes. L'enquête de Florence Bouquia et Claude Barnier. La douleur de l'enfant, insupportable et pourtant longtemps ignorée. Aujourd'hui encore, souvent niée. Camilla, comme beaucoup d'autres enfants cancéreux, prend un traitement à base de morphinique. Elle ne guérira pas, mais sa souffrance est prise en compte et étrangement, c'est déjà presque une chance. Il y a beaucoup de conflits dans les hôpitaux autour de la douleur. Il y a des conflits entre ceux qui considèrent qu'il faut la soulager et ceux qui y sont même, parfois on pourrait dire, opposés. Dans notre Occident, il y a des arguments philosophico-religieux pour essayer d'attribuer à la douleur des valeurs positives dans une espèce de retournement de sens. La douleur, c'est un drame pour l'homme, mais il y a quelque chose de bon qui serait à tirer de cette douleur. Mais tout ça, ce sont des discours philosophico-religieux sur la douleur, mais ça s'oppose complètement à la douleur, à la parole de celui qui est dans la douleur. Et la parole de celui qui est dans la douleur, c'est « j'ai mal, je n'en peux plus, faites quelque chose ». À l'Institut Gustave Roussy, certains cancérologues osent reconnaître leur impuissance face à la douleur. Ils adressent alors leurs patients à l'unité d'analgésie, dont le but essentiel est de soulager. Les jeunes enfants sont les malades les plus énigmatiques. Pour leur permettre d'exprimer leur douleur, le psychiatre a mis au point un jeu de cubes très symbolique. Un bobo aussi gros que celui-là? Un bobo aussi gros que celui-là? Un bobo tout rikiki comme celui-là? Pour de nombreux médecins, soulager n'est pas guérir et ne les intéresse donc pas. Le chemin qui mène à l'éradication de la douleur est encore semé d'idées reçues et de pièges, même s'il est maintenant prouvé que la souffrance peut aggraver la maladie. Et l'on va retrouver notre invité de ce soir, une star internationale aujourd'hui, américaine mais internationale, John Malkovich. Bonsoir, pour un film dans lequel vous jouez qui s'appelle La ligne de mire, qui va sortir le 8 septembre prochain à Paris, qui est de Wolfgang Petersen. Et ce film met en scène deux acteurs imposants, John Malkovich et Clint Eastwood. Clint Eastwood joue le rôle du bon. C'est un agent secret qui va tenter de défendre la vie du président des États-Unis. Et John Malkovich joue le rôle du méchant, un ex-agent de la CIA, qui lui va tenter de tuer le président des États-Unis. Cela donne parfois entre eux des rencontres fortes. Regardons. Take my hand, friend. Take it. You don't, you'll die. Take it. You gonna shoot me, Frank, after I saved your life? Shit. The only way to save the president is to shoot me. Are you willing to do that, to trade your life for his? Or is life too precious? Voilà, et tout le film est à cette image, un film de 2h10. Alors donc vous êtes le dur dans ce film, pervers, psychopathe, vous voulez à tout prix tuer. Vous n'êtes pas gêné par ce rôle? Not at all. Pas du tout. Very easy. No, I think with anything you play, you have to look for something that's human. I mean, even in someone who maybe is not someone who's totally admirable in any way. I think you always have to look for the things that you share with the characters you play.
as opposed to the things that you don't want to be or whatever, because those are always sort of obvious. Alors j'espère que les téléspectateurs entendent la traduction parce que moi je ne l'entends plus, mais bon, je vais vous suivre en anglais. Voilà, là j'entends l'anglais, mais c'est pas grave, on va continuer. J'espère que les téléspectateurs ont entendu la traduction en français de ce que vous êtes en train de dire. Alors, ce film est intéressant dans la mesure, par exemple, avec Clint Eastwood. Non, ne me traduisez pas en anglais, c'est pas utile pour moi. Il est intéressant dans la mesure où, jusqu'à présent, Clint Eastwood, on le voyait en super-héros, toujours fort, et là, il apparaît en homme fragile. Et ça, c'est un peu nouveau dans le cinéma américain. I didn't get the translation, sorry. Ah, it's very hard. Donc, essayez de traduire quand même en anglais pour notre invité ce que je suis en train de dire en français. Inversez simplement les traductions pour que John Malkovich comprenne bien. Ça y est, vous avez la traduction? Not yet. Ok, donc je vais essayer de faire un peu l'anglais et le français en même temps. We are surprised in seeing this movie. On est très surpris. Je vais faire le Nelson Montfort hein, en cinéma. Ça marche, ça y est? It works? Non. Vous comprenez ce que je dis? Yes. Voilà, on y arrive. Yeah. Yes. Ok, alors je recommence, s'il vous plaît. Donc, on est surpris en regardant ce film, parce que d'habitude, Clint Eastwood apparaît toujours comme le super-héros, le Rambo. Et là, dans ce film, il apparaît comme l'homme fragile. C'est un petit peu nouveau dans le cinéma américain aujourd'hui. Yes. Well, it pretty much is for Clint. I mean, of course. Oui, c'est vrai dans le cas de Clinton. Et je crois que ça a été le cas depuis 2 ans. Depuis 2 ans, et il a un petit peu ce genre de rôle. En tout cas, Clinton, enfin aux États-Unis, on avait tendance à se construire des carrières en jouant des Rambo, mais je crois que là, ça a évolué et on arrive au même résultat en jouant ce type de rôle. Hein. Est-ce que ça veut dire que l'Amérique est elle-même en train de changer? Il y a un film qui vient de sortir qui s'appelle Hot Shots 2 et qui met en dérision la violence que le cinéma américain a toujours portée, si j'ose dire, à l'écran. Est-ce que ça veut dire que, comme le cinéma souvent reflète la vie américaine, est-ce que ça veut dire que l'Amérique est en train de changer, de ce point de vue? Yes. Well, a lot of people who make Oui, films would say, je crois que beaucoup de réalisateurs de films pensent que, en vertu du premier amendement à la Constitution américaine, eh bien, ils ont maintenant le droit de dire et de faire ce qu'ils veulent, et que, par conséquent, ils ne sont que le reflet de ce qu'est une société qui, en fin de compte, est violente. Mais en fait, la situation est beaucoup plus compliquée que cela. Il faut savoir qu'il y a près de 26 000 Américains qui meurent d'homicide cette année. Et personnellement, je crois que les réalisateurs et ceux qui travaillent pour la télévision devraient peut-être se pencher sur le problème de la violence qui apparaît dans les programmes et dans les films. Et je crois que là, il y a un lien. C'est très juste ce que vous dites parce que les Américains censurent Sliver sur le sexe. On a parlé tout à l'heure du sexe à propos de Michael Jackson, mais laisse cette violence comme ça s'étaler, ce sang s'étaler à l'écran, petit ou grand, quoi. Yeah. Oui, encore une fois, c'est le puritanisme. Hein, toujours la damnation, l'enfer, mais jamais ne parler de sexe. On va parler de vous un instant. Les Français vous connaissent bien, vous aiment bien les liaisons dangereuses, la déchirure, le thé au Sahara, ombre et brouillard. Ils commencent à bien vous connaître et vous avez des rôles toujours singuliers, toujours hors norme. Vous êtes l'anti-Redford ou l'anti-Eastwood. C'est ça qui vous intéresse? Well, it's not so much a conscious choice. It's that really I wasn't really trained as a movie star per se. I was trained as an actor. Pas véritablement cela. Moi, en fait, je suis un acteur qui joue des rôles. Ici, l'on me demande, par exemple, de jouer un poète homosexuel ou un poète homosexuel ou un marquis français. Bien, écoutez, moi, je le joue. En tout cas, ma préoccupation, c'est de faire quelque chose qui ait un tant soit peu de sens pour moi. Et encore une fois, je joue des rôles qui ont un intérêt pour moi. Merci beaucoup d'être venu et pardon pour cette confusion dans l'interprétation et dans la traduction. Oh, I'm sorry. Non. We are sorry. Merci encore, John Malkovich, pour cette apparition. Bonsoir.
Ce journal est terminé. Dans quelques instants, Nathalie Riouet vous dira qu'il pleuvra au sud et qu'il fera beau dans le nord. C'est la France à front renversé. Et à minuit 10, Martine Laroche-Joubert vous donnera d'autres informations. Bonne soirée sur la 2. N'oubliez pas, à 20h50, Des trains pas comme les autres, une série documentaire très intéressante. À demain 20h, bonsoir. Bonsoir.